On va commencer, c'est peut-être le mieux, par décrire ce qui est vécu actuellement sur le terrain. On va y venir, bien sûr, en images. Mais le mieux, c'est peut-être de commencer par cette question. Qu'est-ce qui se passe réellement, Nicolas Comte, sur le terrain? Que vous disent vos collègues policiers? Qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Eh bien, nos collègues, depuis maintenant quelques semaines, une quinzaine de jours notamment, ont à faire face à des tentatives massives d'invasion du tunnel sous la Manche. C'est assez nouveau, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces tentatives, elles n'ont pas pour vocation de permettre aux migrants de passer en Angleterre. Les migrants qui arrivent à passer en Angleterre, c'est ceux qui arrivent à se cacher dans des camions, c'est ceux qui arrivent à se cacher dans des wagons. Alors aujourd'hui, le trafic au niveau du port s'est ralenti. Il y a beaucoup plus de camions qui passent par le train. Les transports de fret au niveau du train sont dans des wagons qui sont ouverts. Hein, les wagons de tourisme, les véhicules de tourisme, sauf s'il y a une complicité des personnes, c'est absolument impossible quasiment pour les migrants d'y parvenir. Mais là, ces invasions massives, elles sont bien souvent coordonnées par des éléments politiques qu'on appelle les no-borders et qui, visiblement, ont choisi cette manière-là pour agiter un petit peu les choses au niveau de Calais. Parce que quand vous avez 2000 migrants qui foncent en direction du tunnel, c'est compliqué pour nos collègues de gérer tout ça, mais ça ne leur permettra pas de passer à ces migrants. À un moment donné, on va bloquer le tunnel, on va fermer le tunnel. C'est pas ça qui leur permettra. Il n'y en a pas 2000 qui vont pouvoir passer dans le tunnel sous la Manche et parvenir en Angleterre. J'ai pas très bien compris. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est aussi le fruit d'une agitation politique, que ce n'est pas simplement la volonté des migrants d'aller dans le trou noir du tunnel. La volonté des migrants, c'est d'aller dans le trou noir du tunnel pour passer en Angleterre. Oui. Et derrière ça, au milieu de ces migrants, il y a des gens qui sont des activistes politiques, qui pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs viennent de l'étranger, qu'on a du mal à évacuer, j'allais dire, puisque souvent quand on les interpelle, ça arrive, quand on les interpelle, on les présente à la justice. En général, ils n'ont pas de papier, refusent de déclarer des identités et ils refusent de se soumettre à toutes sortes de prélèvements. Et bien souvent, d'ailleurs, les affaires sont sans suite et ces gens-là sont relâchés. Et ces gens-là ont une stratégie de l'agitation qui se base sur le désespoir de ces migrants, qui veulent, eux, passer en Angleterre, parce que pour eux, c'est l'Eldorado. Mais ils viennent d'où et ils cherchent quoi, ces gens-là? C'est no-borders, c'est militants? Les no-borders, on les a souvent vus sur des rassemblements, sont en général des militants d'une idéologie d'extrême gauche. Et alors, ce qu'ils veulent, je ne sais pas trop, si ce n'est qu'on a l'impression que ce qu'ils veulent, c'est l'agitation, c'est le désordre, et finalement, ils utilisent un petit peu ces migrants dans ce désordre-là, puisque le nombre d'intrusions qu'on a eues au mois d'août, alors que le transport par fret, et encore une fois, les migrants visent surtout les transports par fret, le transport par fret, il est considérablement réduit au mois d'août. Et on a plus d'intrusions que par exemple au mois de mai, où on avait un pic d'intrusion dans le tunnel qui était extrêmement important, avec un nombre de fret qui était très important. Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est donc que ça a progressé considérablement depuis un certain temps, depuis juin notamment, oui. et que c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça va encore se développer selon vous? Ah, c'est exponentiel. Je vois mal comment en tout cas ça pourrait régresser, parce que de toute façon, il y a des arrivées importantes, parce que là on parle de Calais, mais il faut parler également de la frontière italienne, puis après il faut parler de l'autre côté de la Méditerranée, mais on a des arrivées importantes au niveau de l'Italie, des arrivées qu'on n'arrive pas de toute façon à contrer. On a un problème avec les autorités italiennes, puisque les autorités italiennes, quand on veut renvoyer des immigrés et des migrants au niveau de la frontière, ils ne mettent pas une très bonne volonté, mais j'allais dire, je les comprends un peu, puisque l'Italie, la France, l'Angleterre, chacun travaille de son côté. En quelque sorte, on a l'impression que les Britanniques nous disent « c'est pas notre problème, ils sont chez vous, débrouillez-vous ». Et quelquefois, on peut avoir l'impression également qu'on dit aux Italiens « tant qu'ils sont chez vous, c'est pas notre problème, débrouillez-vous ». Donc il y a véritable problème sur toute cette ligne-là. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, c'est pas avec une présence policière à Calais, même si elle est nécessaire, qu'on arrivera à régler le problème. Gérard François Dumont, ce que nous dit en ce moment Nicolas Comte, c'est que ça risque d'être exponentiel, ce phénomène, à Calais notamment. Tout simplement, on a une certaine corrélation entre les entrées dans l'Europe via la Méditerranée, que ce soit par la Grèce, par la route des Balkans ou par l'Italie, et ce qui se passe à Calais. Et moi, ce que m'inquiète en ce moment, c'est qu'on montre trop ce qui se passe à Calais. C'est-à-dire, ça me fait penser à la fameuse maxime, si vous voulez, quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Or, le problème, Calais n'existe
que parce qu'il y a des causes en amont qui sont explicatives de ce goulot d'étranglement qui se trouve à Calais. On y reviendra, et je comprends bien que vous vouliez qu'on regarde la Lune, mais moi je regarde quand même le doigt, pardon d'être le sot de service, mais enfin, le doigt c'est Calais. Et ce qui est en train, et c'est l'objet de l'émission de ce soir, ce qui est vécu là-bas par tout le monde à Calais, est de plus en plus inquiétant, en tout cas difficile. Oui, mais c'est difficile aussi parce qu'on a une asymétrie croissante entre la France et le Royaume-Uni. Hein. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est beaucoup plus attirant que la France, oui, qu'il était il y a 4 ou 5 ans ou il y a 10 ans. Parce que la France est l'aspirateur, c'est ça. Pour le moment, la France n'est plus considérée par ces personnes que comme un pays de transit, pas un pays dans lequel on veut s'installer. Regardez, les autorités françaises essaient de solliciter des personnes qui sont à Calais pour leur dire mais déposez une demande d'asile en France et vous l'obtiendrez très certainement. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent aller au Royaume-Uni parce qu'au Royaume-Uni, la dynamique économique est beaucoup plus forte, parce qu'il y a une plus grande fluidité dans le marché de l'emploi, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont des rudiments d'anglais et considèrent qu'ils ont plus de chance au Royaume-Uni, parce que certains ont de la famille au Royaume-Uni, et parce qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de contrôle d'identité, puisqu'il n'y a pas de carte d'identité. Oui. Donc ça risque de s'aggraver dans les semaines qui viennent si on n'y remédie pas. Ça risque de s'aggraver dans les semaines qui viennent, tout simplement parce que nous avons une croissance des arrivées en Méditerranée, puisque le temps estival les facilite, et donc une partie de cette croissance se retrouve à Calais. Oui, comment simplement c'est vécu des deux côtés de la Manche et comment vous le voyez-vous d'un mot, on le verra en image tout à l'heure, mais vu de Grande-Bretagne. Ce qui se passe en ce moment à Calais, parlons précisément de Calais. Ce qui se passe à Calais, c'est une chose, mais ce qui se passe également en Grande-Bretagne, c'est que vous avez le sud du Kent, du comté de Kent, de la région de Kent, qui est entièrement paralysé, avec des camions qui sont sur les routes parfois pendant des journées entières, avec les gens qui essayent parce que le tunnel est bloqué une partie du temps, parce que le passage est difficile, parce que des touristes ratent leur ferry et donc ratent leur départ en vacances, etc. Il faut bien se rendre compte aussi que pour quitter la Grande-Bretagne, il y a 2 ou 3 ports et un tunnel, et puis c'est terminé. Ouais. Et donc, il y a une colère grandissante de la part des Britanniques qui trouvent que la France ne remplit pas ses responsabilités telles qu'elles ont été décidées dans le traité bilatéral du Touquet de 2003. Oui, on reviendra sur ces accords de 2003 franco-britanniques, mais donc Kent, c'est l'endroit où il y a Folkestone, l'arrivée ou la sortie du tunnel en quelque sorte, et donc vous nous dites là-bas aussi ça pose un problème parce que le blocage se répercute de l'autre côté. Ça pose un énorme problème, et puis l'autre question c'est que c'est pas nouveau, et que en réalité depuis longtemps il y a des gens qui arrivent, quand il y a eu le fameux port le fameux camp de Sangatte, oui, qu'on a détruit en 2003 et qui a donné lieu au fameux accord dont on va parler tout à l'heure. Et puis il y a aussi le fait que, alors ça n'a rien à voir avec les migrants, mais les Anglais mettent tout ça dans le même panier. Il y a eu les blocages qui ont été faits par les travailleurs grévistes des ferries, ouais. Il y a eu les paysans français qui ont bloqué les routes, et ils ont vraiment l'impression qu'à chaque fois quelque chose ne marche pas en France, et monsieur a très bien dit que la dynamique économique est très différente en Grande-Bretagne qu'en France, et en France, eh bien ça se répercute sur la Grande-Bretagne. Alors ils sont pas contents. Ouais, on va revenir sur cet aspect, mais d'abord on va aller précisément en image à Calais, qui est une ville assiégée en quelque sorte avec cette vague migratoire sans précédent, qui n'est pas nouvelle, mais dont le phénomène s'accentue depuis juin dernier, on l'a vu il y a quelques instants, et notamment depuis la sécurisation du port de Calais. C'est le tunnel, le Eurotunnel, qui est visé maintenant, le tunnel sous la Manche. 1700 étrangers ont encore bloqué la nuit dernière l'entrée dans le tunnel en tentant d'y passer. 700 ont réussi à pénétrer. Ils ont été arrêtés par les policiers à l'intérieur même du tunnel. Et vous allez le voir, les habitants de la ville, les routiers, la direction de l'Eurotunnel, tous prennent la vague de plein fouet. Commentaire, Marion Leclerc. Inlassablement, ils tentent de rejoindre l'Angleterre, au péril de leur vie. Depuis quelques semaines, les intrusions dans le tunnel sous la Manche se font plus nombreuses et plus risquées. Début juin, des travaux de sécurisation du port de Calais incitent les migrants à se rabattre sur le site d'Eurotunnel. Dans la nuit de mardi à mercredi, lors de l'une de ces tentatives désespérées, un Soudanais a été tué, percuté par un camion. En 2 mois, 10 migrants ont trouvé la mort. Pourtant, rien ne semble arrêter les candidats au départ. C'est très dangereux, vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a très souvent des morts, des Soudanais, des Éthiopiens.
Si vous avez de la chance, vous passez la frontière. Si vous n'avez pas de chance, vous mourrez. Il serait 3000 à Calais, essentiellement soudanais, érythréens et éthiopiens. Dans la New Jungle, la vie s'organise. Entre deux tentatives de passage, les migrants construisent des abris de fortune, fréquentent des magasins ou, non sans humour, une agence de voyage. Il y a même des lieux de culte. Je n'ai pas arrêté d'essayer depuis que je suis arrivé ici. Sauf les dimanches, car nous, les Éthiopiens, on n'y va pas le dimanche parce que nous avons une église ici et nous y prions chaque dimanche. Mais tous les autres jours de la semaine, nous allons et attendons toute la nuit près de la gare. Si le dispositif de sécurité est trop difficile à contourner, on retourne au port pour essayer de passer par d'autres moyens. Passer par tous les moyens. 2300 tentatives mardi dernier, 1700 la nuit dernière. La direction d'Eurotunnel s'estime dépassée. Nous sommes un transporteur, nous ne pouvons pas intervenir sur des flux migratoires de clandestins. On n'est pas dans le cas d'un passager qui ne paye pas son billet. On est face à des invasions systématiques, massives, peut-être même organisées. L'étendue du site, de 650 hectares, complique la tâche des quelques centaines de policiers déployés. Et le triste jeu du chat et de la souris continue. On passe notre temps à récupérer avec les agents de sécurité du tunnel des migrants et à de les repousser hors site. On intercepte, on repousse, on intercepte, on repousse. Mais voilà, il y a quand même une certaine lassitude de la part des collègues qui en ont vraiment ras-le-bol. Des deux côtés de la Manche, les chauffeurs routiers supportent de plus en plus mal la présence de passagers clandestins. Les contrôles les ralentissent et la perspective d'un accident est traumatisante. Ils grimpent et se mettent sur le toit, les essieux, entre les roues. Partout il y a de l'espace. C'est dangereux pour tout le monde. Les Calaisiens, tout comme leur municipalité, se sentent désemparés face à cet afflux de migrants. Pour eux, la situation devient intenable. Il est absolument invraisemblable aujourd'hui qu'on mette le doigt sur la carte pour identifier le lieu où la misère du monde de l'Europe, et bientôt du monde peut-être aller savoir, se trouve, c'est-à-dire à Calais. Ça, c'est pas possible, on le refuse, ça suffit. À Calais, les habitants ne supportent plus la cohabitation forcée avec des milliers de migrants et leur horizon bouché par des clôtures. Alors, dans cette affaire, il y a une dimension qu'on voit bien s'exprimer dans ce reportage, Nicolas Comte, c'est la détermination physique, courageuse mais folle de ces migrants qui sont prêts à tout pour passer. Pour vos collègues, là encore, on est dans une situation complexe à gérer. Parce que... Bien sûr, c'est très difficile à gérer. Nous sommes très inquiets. Il y a déjà eu des drames avec des migrants qui sont morts. Il y a 10 morts depuis le mois de juin. Absolument. Et il y a des migrants qui sont morts. Il y en a la semaine dernière, je crois, parce que quand ils essayaient de passer par-dessus sur les trains, ils sont quasiment systématiquement électrocutés. Hein. Les systèmes des trains sont très haut voltage. Et puis, on a des craintes aussi parce que de plus en plus, il y a des confrontations. Donc, nous, on a peur également d'avoir des collègues qui soient blessés. On a eu un collègue blessé cette nuit par jet de pierre. La personne qui a acheté des pierres a été interpellée. À l'heure où je vous parle, cette personne ne parle aucune langue. Donc, pour les suites judiciaires, ça va être compliqué. Pour l'audition, ça va être compliqué. Mais quand on a affaire à des gens, de toute façon, qui sont très nombreux, qui sont très déterminés, parce que ceux qui arrivent ici, les Soudanais, les Éthiopiens, il faut voir le périple qu'ils ont fait. Quand ils ont traversé, ils sont partis d'un pays en guerre, ils ont été aux mains de passeurs, ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, etc. Donc quand ils arrivent ici, c'est pas quelques centaines, au mieux, de nos collègues qui vont pouvoir être là, quelques centaines, parce qu'il y a eu depuis une semaine ou 10 jours des renforts de compagnie XRS. Mais auparavant, c'était quelques dizaines de policiers. Ouais. Qui vont essayer de s'opposer à leur entrée dans le tunnel, c'est pas ça qui va les arrêter. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire non plus qu'il y a des déchaînements de violence. Hein. Ils sont très nombreux, donc forcément, c'est compliqué. Ils tentent juste de passer, mais ils ne sont pas agressifs au sens... Il y a eu des bagarres entre migrants qu'il a fallu gérer. On a quand même eu déjà des collègues blessés, mais on sent bien qu'au fur et à mesure, les esprits s'échauffent. Et comme, de toute façon, oui, ils sont déterminés à passer. Ils ne sont pas venus ici pour aller à Calais. Ils sont venus ici pour passer en Grande-Bretagne. Donc, ils veulent passer en Grande-Bretagne. Ils feront tout pour passer en Grande-Bretagne.
Donc on comprend bien dans ce que vous dites qu'on est face à deux groupes qui sont l'un déterminé à passer, mais pas forcément à casser du flic, hein, pas forcément. C'est pas leur objectif, on va dire, mais attention, parce que comme je le disais tout à l'heure, ils sont de plus en plus encadrés et il y a des groupes qui les organisent et ces groupes-là ont comme stratégie également qu'il y ait des affrontements avec la police de manière à pouvoir les dénoncer ensuite. Et de l'autre côté, l'autre groupe, je dirais celui des forces de l'ordre, c'est celui d'une police républicaine. Je ne suis pas là pour faire la géographie de la police française, mais enfin, elle cherche à respecter le droit. Bien sûr. Mais quels sont les ordres aujourd'hui que vous avez, que vos collègues ont, qui viennent du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture? C'est quoi l'objectif qu'on leur fixe? Déjà, on n'est pas dans du maintien de l'ordre, ce qui fait que nos collègues, par exemple CRS ou gendarmes mobiles, quand ils interviennent, ils ne sont pas équipés lourdement. Ils ne sont pas casqués, ils n'ont pas les équipements qu'on appelle Robocop, etc. Donc, ils sont beaucoup plus fragiles et exposés face à la violence éventuelle de certains migrants. Ensuite, ils attrapent les groupes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On les raccompagne un peu plus loin que la zone du tunnel ou la zone portuaire. On ne peut pas les ramener jusqu'à ce qu'on appelle la New Jungle, où il y a le camp des migrants. La nouvelle jungle. Oui, parce qu'on n'est pas des services de transport en commun, mais ça n'a strictement aucun sens en termes de travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas interpellés pour ensuite être expulsés, ils ne sont pas expulsables, ils sont dans des pays où c'est la guerre totale. Donc on essaye simplement de protéger les lieux, le port, le terminal Eurotunnel, et de les empêcher de rentrer. Mais ça veut dire que quelquefois ils les connaissent au moins de vue, ils les arrêtent plusieurs fois. Ils les connaissent, mais on prend un petit groupe qu'on va raccompagner à faible distance, et ce groupe-là, il va revenir. Et les groupes qui arrivent à passer sont des groupes qui sont quelques-uns, où ils ne sont pas forcément des milliers. Anne-Elisabeth Moutet, on n'est pas dans le cas de la politique australienne, où il y a des camps très précis, fermés, très surveillés, dans lesquels les Australiens mettent immédiatement ceux qui sont sans papier. C'est pas exactement le même dispositif, là. Non seulement, mais la plupart de ces camps en Australie, ils ne sont même pas sur le territoire qui est un continent de l'Australie, ils sont sur des îles. Ça veut dire que c'est exactement comme les îles sous Mussolini, on ne peut pas en sortir quand on vous met dessus. Alors c'est une politique qui a réduit à pratiquement zéro les bateaux de migration d'Asie du Sud-Est vers l'Australie, mais ce n'est pas une politique, à mon avis, praticable en France. Oui, alors quelle est la politique française là? Quelles sont la façon dont on gère cette situation depuis qu'on a fermé Sangatte? En réalité, on a la reconstitution de Sangatte par d'autres moyens, avec cette fameuse jungle, avec ce centre quotidien, le truc qui s'appelle, je crois, Jules Ferry, qui a été créé par la mairie de Calais et qui touche des subventions, mais enfin qui fournit très peu de choses, qui fournit des repas, qui fournit quelques lits, qui fournit des services à la journée seulement. Et puis, à côté de ça, vous avez la jungle où les gens sont dans des conditions absolument détestables, où il n'y a pas, ou pratiquement pas de sanitaire, où les femmes restent dans un enclos comme des animaux parce que elles ont peur de se faire agresser ailleurs. Enfin, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas tenable en France. Mais quand on vous entend, on a l'impression qu'on ne gère pas, au moins de façon humanitaire. Il y avait le camp de Sangatte, il était ce qu'il était, mais il existait avec un minimum de soutien hygiénique, d'eau, de nourriture. Là, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que c'est géré comment? Ce qui est intéressant, c'est que dans les demandes qui ont été faites récemment, et en particulier dans l'interview avec arrière-pensée de M. Yves Bertrand, qui est à la Xavier fois... Bertrand, oui, Xavier Bertrand, ouais. Ancien ministre du Travail français et candidat à la présidence de la région du Nord-Pas-de-Calais à la fin de l'année, ce qui est tout de même important, donc ça le concerne et à beaucoup de points de vue. Et il dit il faut recréer quelque chose de façon à ce que ce soit fait bien. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à créer quelque chose où les conditions sont meilleures, ça veut dire, c'est toujours un point de passage, simplement le point de passage sera plus confortable. Alors dans cette logique extraordinairement cynique qui consiste à dire si on traite mal les gens, ça se verra et un peu moins viendra chez nous. Et je parle sous le... Donc vous pensez que c'est ça le calcul en arrière-pensée? Qu'il n'y a pas de camp exprès pour qu'ils sachent que c'est pas bien de passer là parce que c'est pas confortable, c'est dangereux? On a du mal en France à loger les travailleurs légaux qui ont des papiers, du boulot, etc. Il n'y a plus de foyer Sonacotra. Je pense qu'il y a un mélange d'être simplement débordé par les événements. Et puis il y a eu pendant un certain temps, je pense que maintenant c'est une telle patate chaude politique que c'est plus possible, mais je pense qu'il y a eu un moment où ça a été un calcul cynique. Ça a des limites, mais moi je suis pas homme ou femme politique et je suis bien contente. Alors, Nicolas Comte, cette question d'un téléspectateur de C'est dans l'air, question SMS, où vont tous les migrants qui ne réussissent pas à passer en Angleterre? Restent-ils en France alors? Oui, ils restent dans le coin, oui.
Ils restent justement dans cette jungle. La jungle, c'est ceux qui n'y arrivent pas à passer. Les quelques milliers de migrants qu'il y a là-bas sont ceux qui n'arrivent pas à passer. Alors, je n'ai pas les chiffres sur combien arrivent à passer en Grande-Bretagne, mais ils sont là, oui. Jusque-là, vous nous l'avez bien dit, ils passaient surtout dans les essieux de camions, enfin dans les camions, en se cachant. Et là, ils tentent, parce que le port est sécurisé et on ne peut plus atteindre les camions, d'aller dans le tunnel, quoi. D'aller dans les camions qui prennent le tunnel. Essentiellement les camions, hein, parce que, encore une fois, parle de tunnel, tout le trafic touristique, véhicules touristiques, cartes de tourisme, etc., c'est quasiment impossible. Mais c'est les camions qui sont les plus faciles d'accès, en quelque sorte. Et est-ce qu'ils finissent pas tous, à un moment donné, par passer ? Ça, très sincèrement, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, encore une fois, j'ignore le taux de passage qui peut y avoir. Je ne sais pas combien sont arrivés en Grande-Bretagne. Peut-être que c'est plutôt du côté des autorités britanniques qui le savent. Anne-Elisabeth Moutet. Alors oui, il y a eu des chiffres. Le dernier mois, je crois qu'il y a eu 600 personnes qui sont passées. Sur ces 600 personnes, on est censé les héberger. Non seulement on est censé les héberger, mais pas dans la région de Folkestone et dans le Kent, parce que c'est déjà saturé. Et donc, il y a un article sur la une de mon journal aujourd'hui qui explique qu'on a envoyé en particulier des mineurs par taxi à 150 livres, c'est-à-dire à 200 € le voyage en taxi, pour faire les 70 miles qui séparent Folkestone de Londres, pour les installer dans des foyers en attendant de voir ce qu'on va en faire. Parce que c'est la règle britannique ? Parce que la règle britannique consiste à les envoyer, il n'y avait pas d'autres moyens de transport, c'était compliqué, on les a mis dans des taxis. Oui, mais la règle britannique, c'est que quand ils ont réussi à passer, on doit les traiter correctement. La Grande-Bretagne on dit que la Grande-Bretagne n'aime pas la politique européenne. Elle a des réticences à la politique de l'Union européenne, mais néanmoins, une fois qu'elle signe un traité, elle l'applique. Alors, les traités, les règles des droits de l'homme, etc., font qu'il faut faire ça, et donc c'est pour ça que l'Angleterre est attractive. Aussi, c'est parce que non seulement c'est une économie qui fonctionne, mais c'est aussi un endroit qui traite les réfugiés beaucoup mieux qu'ils ne le sont en France. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle souhaite que le verrou soit très très efficace ici, pour éviter d'en avoir un maximum. Alors il y a ça, il y a aussi le fait que, on a changé un certain nombre de subventions et d'allocations qu'on donnait systématiquement à tous les réfugiés. Il faut que maintenant les gens soient des demandeurs d'asile. Or, la règle européenne, c'est qu'on ne peut faire une demande d'asile que dans le pays où on touche la terre européenne. On ne peut pas donc la faire en Grande-Bretagne, donc ça retire déjà des possibilités d'allocation, etc. Parce que sinon, il y a eu immédiatement des gens qui ils viennent par exemple d'Érythrée, ils viennent d'Éthiopie, ils viennent de pays où il y a une guerre du Sud-Soudan, ils viennent d'endroits où on a le droit à l'asile, auquel cas ils reçoivent des allocations logement extrêmement importantes, et ils ont une série d'aides qui n'ont pas du tout aidé au succès politique des gens qui ont recommandé ces aides. C'est pas par hasard que UKIP, le parti de M. Farage, a fait plus de 5 millions de voix aux dernières élections. Ouais. On y reviendra dans un instant, le rapport des forces politiques en France, mais aussi là-bas, et le débat suscité, on va le voir dans un instant. Mais je reviens à cette question. Où vont ceux qui ne passent pas ? Ceux qui ne passent pas, en fait, ils finissent par passer. Tout simplement parce que, rappelez-vous, dans le passé, quand on a supprimé Sangatte, eh bien, finalement, ceux qui souhaitaient passer en Angleterre, ils allaient à Ouistreham, ils allaient dans d'autres points de passage. Donc ça a toujours été la même chose. Quand les Espagnols ont réussi à fermer le détroit de Gibraltar, effectivement, les gens ne sont plus passés par le détroit de Gibraltar, ils sont passés par ailleurs. Quand des accords ont été faits pour fermer la route par les Canaries partant du Sénégal, quand on a fermé plus récemment encore la route terrestre entre la Turquie et la Grèce, eh bien les gens sont passés par les îles grecques. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, même si on supprimait l'attrait de Calais aujourd'hui, qui est le goulot d'étranglement principal, dans la mesure où ces personnes, effectivement, ont déjà parcouru des milliers de kilomètres et que leur objectif, c'est la Grande-Bretagne, c'est un pays attirant. Je rappelle ce point très important. Pendant toutes les années 2000, le premier pays à attirer des demandes d'asile, c'était la France. Tous les ans. La France était la championne européenne de l'asile. C'est plus le cas. Sauf que ces dernières années, eh bien, les migrants, ils savent quelles sont les évolutions économiques relatives des différents pays européens, et on les a vus se précipiter beaucoup plus en Allemagne. Bon, quant à la Grande-Bretagne, c'est encore un cas particulier, puisque quand vous avez pénétré en Grande-Bretagne, vous n'êtes pas obligé de déposer une demande d'asile, puisque de toute façon, vous ne risquez pas d'être contrôlé. Mais la Grande-Bretagne, permettez-moi juste un chiffre, c'est quand même le pays qui, l'année dernière, a reçu le plus d'immigrants de toute l'Union européenne. Quand on vous entend, je reste sur Calais là, et sur ce point d'abcès, en quelque sorte, vous nous dites, finalement, il vaut mieux pas trop le sécuriser, parce que ça va développer le phénomène ailleurs.
le long de la côte en France. De toute façon, si effectivement on arrive à régler par des accords plus affinés entre la Grande-Bretagne et la France le verrou de Calais, eh bien ça passera par d'autres voies, peut-être par la Belgique via les ports belges vers l'Angleterre, etc. Ouais. Parce que la pression migratoire, elle est en amont, donc elle se déverse sur l'Europe et elle passe par les routes qui sont le plus praticables. Roland Carroll. Oui, il ne faut pas laisser croire qu'on est devant un problème, je veux dire Calais, soluble. C'est Sisyphe, on pousse le rocher et on sait qu'on ne le poussera pas jusqu'en haut et qu'il retombera. Les réfugiés qui sont éligibles au droit d'asile, ils ont aussi besoin de travailler, ils ont besoin de survivre. Et ils savent que la situation économique de la France n'est pas bonne. Ils veulent aller en Angleterre et, comme le dit M. Dumont, ils finissent par passer. Et tout le monde connaît un cousin, un beau-frère, quelqu'un qui est passé. Et donc il y a cet espoir qu'on finira par passer. Encore, on ira ailleurs. L'Allemagne a été longtemps très attirante. Comme la situation allemande est moins bonne, c'est la Suède en ce moment qui a le plus les faveurs après l'Angleterre de ces migrants qui cherchent à la fois un asile et un refuge économique. Mais en effet, on n'empêchera pas qu'ils arrivent et qu'ils essayent de passer. Ça veut dire qu'il faut en effet régler le problème local de Calais. Et là, Xavier Bertrand n'a pas tort de dire qu'il faut mettre autour d'une table les Français, les Britanniques et les entreprises, notamment les transporteurs routiers, pour essayer de trouver des solutions correctes et confortables. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait des solutions correctes et confortables qui changera quoi que ce soit à l'appel des migrants. La nécessité d'être dans des pays en paix et où on puisse travailler sera toujours plus importante que les barrages qu'on pourra mettre contre eux. Donc il faut en effet faire ça, et puis il faut probablement s'atteler enfin au problème au fond. On dit toujours ça. On dit qu'il faut attaquer les problèmes au fond, mais on ne le fait jamais. C'est quoi? Vous pensez à quoi alors? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que l'Union européenne, ça existe, et que l'Union européenne devrait se mettre d'accord. C'est un continent riche, c'est le continent le plus riche du monde. Il peut se mettre d'accord, y compris avec ce qui fait toujours peur aux hommes politiques, un système de quotas pour héberger ces gens qui sont la misère du monde. Et nous devons accepter de prendre sur nous une part de la misère du monde. C'est notre devoir de pays riches. Et puis, on dit toujours qu'il faudrait développer les pays concernés pour que les gens aient moins envie de partir. On le dit, mais que fait-on? Imaginez que le G20 décide de consacrer 0,5% du PIB, 0,5%, pas plus, de chacun des 20 pays constituant le G20, et les investissent sur place en contrôlant directement, un peu comme on le fait en Grèce, en contrôlant directement les fonds, que ça ne parte pas dans la corruption ou dans les éludes locales. Eh bien, moi, je dis qu'en peu d'années, on verra la différence. On verra que les gens auront beaucoup moins envie de partir, parce que le besoin de partir ne naît que de la souffrance. Si la souffrance est soignée sur place, on va régler en grande partie le problème. Alors vous avez évoqué la question de l'Europe, de la solidarité européenne, des règles intra-communautaires de l'Union européenne, des accords. On va revenir sur l'accord franco-britannique en particulier suite à la fermeture de Sangatte. Mais d'abord, retournons donc à Calais, car si les migrants veulent rejoindre l'Angleterre par Calais, c'est évidemment parce que c'est très près de Douvres, c'est le point le plus proche en France de la terre britannique. Et puis, il y a eu la sécurisation du port, je vous le disais, et il y a donc le tunnel par lequel ils essayent de passer à travers les camions qui montent sur les trains qui passent l'Eurotunnel. Le site est gigantesque, 650 terrains de foot de surface, 28 km de clôture, donc très dur à sécuriser. Calais est devenu un enjeu de politique migratoire entre Londres et Paris, mais aussi un enjeu politique en France. On l'a vu avec le débat lancé dans le JDD ce week-end par Xavier Bertrand pour les élections régionales. Explication, Magali Lacroze. L'immensité d'un site, aux portes de Calais, sur 650 hectares, Eurotunnel, point de passage entre la France et l'Angleterre, que des milliers de migrants tentent de gagner quotidiennement. Malgré ces 28 km de clôture, et malgré les patrouilles jour et nuit, le dispositif sécuritaire ne suffit plus. Après s'être chacun renvoyé la responsabilité de la sécurité, Paris et Londres ont finalement signé un accord la semaine dernière avec la création d'un fonds spécial. Ce sera 10 millions d'euros pour l'Angleterre et un renfort de 120 policiers pour la France. Avec nos homologues britanniques, nos partenaires britanniques, nous cofinançons un certain nombre d'infrastructures de sécurité, notamment de transport,
pour bien dissuader les migrants de venir à Calais. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de possibilité de traverser la mer de la Manche et que nous agirons ensemble pour que cela soit compris. Nous avons décidé que la France et le Royaume-Uni mettront en place des spécialistes du renseignement et des agents qui luttent contre la criminalité afin qu'ils combattent ensemble les groupes criminels. Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur le fait que nous travaillerons ensemble sur le renvoi de migrants, en particulier vers l'Afrique de l'Ouest, pour s'assurer que ces gens comprennent que réussir ce périple ne signifie pas qu'ils vont pouvoir s'installer en Europe. Bernard Cazeneuve à Londres, avec son homologue britannique. L'opération de communication d'un gouvernement français qui serre les rangs à la veille de la trêve estivale. La fermeté à présent, c'est pour la gauche. Nous avons une politique migratoire qui n'est en rien une politique laxiste. Nous faisons en sorte d'avoir une maîtrise des flux migratoires, de refuser l'immigration clandestine. Ce que nous faisons, Bernard Cazeneuve a par exemple des résultats de reconduite à la frontière qui sont nettement supérieurs à ceux qui pouvaient exister avant 2012. Il n'en fallait pas plus pour que le sujet s'impose dans la politique française. Le Front National avec Marine Le Pen qui accuse François Hollande de ne rien avoir fait. Et les Républicains, à l'approche des régionales, Xavier Bertrand, candidat en Nord-Picardie, s'empare du dossier et signe une tribune au vitriol où il menace les Anglais de laisser passer tous les candidats à l'exil. Si c'est pour nous dire qu'en France, sur notre belle côte d'Opale, ça sera toujours plus de clôtures, de barbelés et de chiens renifleurs, c'est hors de question. Hors de question. Si M. Cameron a une politique migratoire, a des idées sur sa politique migratoire, à sa façon très bien, mais ce sera sur son île. Et on n'a pas besoin d'être expert en géographie pour bien comprendre que la frontière anglaise, elle est à Douvres, elle n'est pas à Calais. Je dois dire d'abord qu'il faut, la première chose, c'est qu'il faut faire respecter l'ordre. On ne peut pas accepter que des gens qu'on accueille se comportent comme se sont comportés certains migrants avec une grande violence. Et puis deuxièmement, il faut que les Anglais prennent leur part du fardeau. Maintenant, j'ai bien conscience que ni le gouvernement anglais ni l'opinion publique anglaise ne souhaitent le faire. Et voilà, la vieille animosité franco-anglaise rallumée. En sous-main aussi, une autre guerre, de chef celle-là. À droite, certains réclament une révision des derniers accords franco-anglais. Au Touquet en 2003, la frontière britannique avait été déplacée à Calais, laissant aux Français le soin de gérer les contrôles. C'était en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Oui, alors c'est tout l'un des aspects du débat qu'on va avoir maintenant, c'est cette question, ce report, ce déport de la frontière britannique en France finalement, à Calais, et c'est un des objets de la critique notamment du républicain Xavier Bertrand. Question, Anne-Elisabeth Moutet, d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Finalement, pourquoi la France empêche-t-elle les migrants d'aller en Angleterre? Parce que les Anglais n'en veulent pas tout simplement? Alors, oui, et puis parce qu'ils n'ont pas de papier, mais je dirais que la frontière française, elle est déplacée à Douvres, et elle est déplacée aussi à la gare de Saint-Pancras à Londres, parce que ces accords sont des accords réciproques. La pression, elle vient dans ce sens-là, surtout. Ça, c'est autre chose. Alors, je voudrais même rappeler que quand on a fait les traités pour construire le tunnel sous la Manche, et ça nous ramène à la fin des années 70 et aux années 80, il a été décidé, après des semaines de négociations, que la frontière se trouverait au milieu de la Manche, intellectuellement, et au lieu des eaux territoriales, parce que chacun disait jusqu'aux 4 km c'est chez moi, et c'était difficile. Vous allez d'ailleurs remarquer, si vous prenez l'Eurostar, que quand vous prenez le train qui va de France en Angleterre, vous avez des opérateurs de téléphone portable à l'intérieur du tunnel français, et quand vous revenez, vous avez des opérateurs dans le tube d'à côté, vous avez des opérateurs de téléphone portable anglais. Donc il y a une symétrie absolument parfaite. Et vous n'avez pas de horde de Gallois et d'Écossais qui veulent émigrer d'Angleterre, mais sinon, le premier endroit où il serait bloqué, ça serait par la police et les douaniers français en Angleterre. Donc, pardonnez-moi, mais en principe, c'était équitable. Dans la réalité, ça l'est pas. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le cadre au moment où on commence à se mettre d'accord pour la création du tunnel, le percement. Bon, c'est avant cette question de cette vague migratoire. Depuis, on est dans la situation qu'on décrit depuis tout à l'heure, Calais, et là, on en vient aux accords de 2003. Il y avait Sangatte, il faut le fermer. Et là, il y a un accord. Alors, pourquoi la France a-t-elle accepté de faire le travail de la police anglaise, en quelque sorte, là, et de bloquer les migrants chez elle? Encore une fois, c'était vu à l'époque comme Enfin, je ne suis pas dans la tête du ministre de l'époque, mais c'était vu comme quelque chose de réciproque.
c'était conçu comme quelque chose de réciproque. Là, je ne sais pas qui a fait je ne sais pas comment la négociation s'est colorée, mais essentiellement, il y avait un transfert de souveraineté de chaque côté. Qui était l'exact miroir là. Mais alors aujourd'hui, je vous dirais, revenons à cette réalité tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on fait le travail là, de ce côté-là? Alors les Anglais disent premièrement parce que c'est ça que vous avez signé, vous l'avez signé. Le deuxième, c'est que de toute façon les Anglais disent écoutez, nous ne sommes pas responsables de l'accord de Schengen que nous n'avons pas voulu signer. Ouais. Vous avez décidé que tout le monde circulera librement et qu'il n'y aurait pas de contrôle pour les extra-européens au sein de l'Europe. Nous, on pensait que c'était une très mauvaise idée et donc on ne l'a pas signé. C'est pas de notre faute. Si le problème, au lieu de se trouver à votre frontière italienne, et d'ailleurs il est à votre frontière italienne, parce que la France ne se comporte pas exactement légalement en faisant des barrières à la frontière italienne, à Vintimille en particulier, c'est votre décision. Dès le départ, il y a deux choses qu'on a décidé de ne pas prendre. On n'a pas pris l'euro parce qu'on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée pour nous, et on n'a pas pris Schengen parce qu'on a pensé que c'était une très très mauvaise idée. C'est tout. Oui, donc en fait, ils disent, nous, on n'est pas responsable de vos bêtises. Donc là, j'ai bien compris que la logique britannique, c'est de dire, finalement, en créant l'espace Schengen, on va revenir sur ce que c'est que cet espace Schengen à nouveau, vous vous êtes organisé pour mettre un grand bordel de liberté en quelque sorte, pardonnez-moi, et donc vous nous protégez. En gros, c'est ça. C'est à vous de nous protéger puisque chez vous, c'est la grande liberté. Alors, encore une fois, cet accord n'était pas exclusivement pour régler ce problème. Il s'est trouvé ne régler que ce problème ou ne pas régler que ce problème ou, en tous les cas, être le cadre dans lequel on se dépatouille avec le problème. Mais un certain nombre des revendications que David Cameron va être obligé d'amener sur les amendements possibles au traité européen de façon à ce qu'il puisse obtenir de ses électeurs qui votent non au référendum de sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, ça appartient aussi à ça. Parce qu'on est dans un échiquier politique à plus long terme, enfin à moyen terme pour les Britanniques, qui veulent, en réalité, qui ne veulent pas sortir de l'Europe. La Cité de Londres ne veut pas sortir de l'Europe, les milieux d'affaires britanniques ne veulent pas sortir de l'Europe, les gens qui vivent dans la partie prospère de l'Angleterre, c'est-à-dire le Sud, ne veulent pas non plus sortir de l'Europe parce qu'ils voient les avantages. Mais c'est retenez-moi où je fais un malheur. C'est-à-dire, donnez-nous des garanties supplémentaires. Les électeurs aussi vont faire un malheur. Parce que chaque fois qu'on voit arriver des gens et qu'ensuite on les loge dans des appartements subventionnés alors que les Britanniques ne trouvent pas à se loger et les loyers sont 4 à 5 fois plus élevés que les nôtres, etc., ça augmente encore les voix des extrémistes. Et donc ils disent, attendez, on n'a pas envie que vous départiez le problème chez nous. Nous sommes en train de faire des efforts pour... Pierre Cameron il a écouté ses électeurs. Ses électeurs lui ont dit, on veut un référendum. Il a obéi ses promesses de campagne, ça ne devrait pas se faire. Mais il n'a pas envie que la sortie de l'Europe soit votée. Il ne veut pas du tout sortir de l'Europe. Il a un certain nombre de demandes. Le chancelier britannique, c'est-à-dire le ministre britannique de l'économie, est venu en France la semaine dernière. Il a eu des discussions ensuite en France, en Grande-Bretagne, etc., pour voir dans quelles conditions on pouvait obtenir un certain nombre de choses. L'une des demandes qui n'est pas sûre d'ailleurs d'aboutir, ça serait que la Grande-Bretagne n'ait pas à se soumettre à cette clause, cette phrase dans le traité de Lisbonne qui dit notre union se rapproche sans cesse. Et ils disent non, ça c'est quelque chose où on s'engage pour un truc et en réalité on s'engage pour quelque chose qui nous coince dans quelque chose de plus en plus fédéraliste. C'est exactement le genre de choses qui fait reculer les Anglais et qui peut les faire voter non au référendum. Alors, Schengen, revenons à Schengen, comment ça fonctionne et en quoi est-ce que ça fait peur aux Britanniques qui imposent donc finalement cette muraille en quelque sorte à Calais? Ce qui est très important de rappeler d'abord, c'est que Schengen n'a pas été créé dans le cadre des instances de l'Union européenne, mais en dehors de ces instances par seulement quelques pays. Et ce n'est qu'après que le système Schengen a été généralisé au sein de l'Union européenne. Donc le système Schengen, tout le monde n'a pas signé Schengen. Suppression des frontières entre les pays qui en font partie, et donc en conséquence le fait que la frontière des pays extérieurs est une frontière commune à l'ensemble des pays. Autrement dit, vous êtes sur l'île grecque de Lemnos, vous êtes bien sûr sur la frontière de la Grèce, mais vous êtes en même temps sur la frontière de l'espace Schengen. Et donc, on a supprimé, comme chacun le sait, les douanes à nos frontières, et notamment entre Vintimille et Menton, que vous évoquiez tout à l'heure. Simplement, il y a certains pays qui ont dit, mais nous, on ne veut pas de Schengen. Donc, ça a été le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande. Quelles sont les exceptions, on va dire, parce que les autres sont donc globalement dans Schengen, de cette frontière commune pour les personnes? Alors, les exceptions, c'est-à-dire que, vous voulez dire les pays qui n'en font pas partie? Pardon. Eh bien, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre, l'Irlande et le Royaume-Uni. Oui. En revanche, nous avons des pays qui ont souhaité faire partie de l'espace Schengen sans être membres de l'Union européenne. Par exemple? Donc, de mémoire, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
Voilà. Et puis, de facto, le Saint-Siège en fait partie également. Mais ce qui est important de noter, c'est que pour que Schengen fonctionne, ça supposait de mettre en place un code commun à l'ensemble de ces pays. Or, le véritable problème, c'est que ce code n'est pas respecté. Et déjà pratiquement depuis le début. Si on considère par exemple la frontière entre Vintimille et Menton, donc entre l'Italie et la France, il est clair que depuis que l'Italie est entrée dans l'espace Schengen en 1997, cette frontière pose problème. Elle n'a pas été médiatisée dans les années passées, mais ce qu'on a vu dans les médias récemment, c'est ce qui se passe à cette frontière depuis 1997. Mais donnez-nous un exemple de ce qui est dans le code qui n'est pas respecté et qui poserait un problème là, qui explique que... Quand un étranger arrive dans l'espace Schengen, le premier pays dans lequel il entre doit vérifier qu'il a les papiers pour pouvoir entrer et doit apposer un tampon permettant de savoir par quelle frontière il est entré. Oui. Donc, premièrement, ces vérifications ne sont pas toujours faites, c'est le moins que l'on puisse dire. Et deuxièmement, ce tampon n'est pas mis. Et si vous permettez, même notre ministre français de l'Intérieur l'a reconnu, puisque le 12 mars 2015, il a dit qu'il faudrait l'instauration de contrôles systématiques et coordonnés aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Donc même le gouvernement français reconnaît que le système Schengen aujourd'hui fonctionne mal parce que les règles ne sont pas appliquées. Mais certains pays ne sont pas en état de l'appliquer. Bon, mais revenons aux accords du Touquet, ces accords de 2003, on l'a vu en image tout à l'heure, signés par Nicolas Sarkozy et le ministre de l'Intérieur britannique de l'époque, pardon. Est-ce que, puisqu'ils ont abouti à déporter la frontière britannique de Douvres à Calais, en quelque sorte, est-ce que cette frontière britannique sur le sol français vous semble une aberration ou cohérente Il n'y a que trois solutions. Gérard François Dumont, allez-y. Il n'y a que trois solutions. Soit la France et le Royaume-Uni se mettent d'accord pour que la frontière soit côté français. Soit ils se mettent d'accord pour que la frontière soit côté Royaume-Uni. Soit ils se mettent d'accord pour que la frontière soit au milieu du tunnel. Bon. Non mais aujourd'hui, parlons de la situation actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle ? Supposez que dans le cadre d'un rapport de force entre la France et le Royaume-Uni, on révise les accords du Touquet. Oui. Et on dit non, la frontière, elle n'est pas du côté français, elle est du côté Royaume-Uni. Eh bien, on va faire une partie de ping-pong. C'est-à-dire le Royaume-Uni va installer la frontière à Douvres et toutes les personnes qui vont arrêter à Douvres, il va les renvoyer en France. Donc, je veux dire, il n'y a pas de solution technique. C'est un peu ce que disait Roland Carroll tout à l'heure. Roland Carroll. Oui, je crois que les accords du Touquet en soi, c'est pas l'enfer. Il faut bien mettre la frontière quelque part. Et comme le rappelait un des fondateurs de Sciences Po, le grand géographe André Siegfried, il commençait son cours sur l'Angleterre chaque année en disant « Mesdames, Messieurs, l'Angleterre est une île ». Et on ne peut pas traiter exactement de la même façon une île. Bon, donc ça peut être pas complètement absurde. La porte est chez nous, hein, la porte de l'île est chez nous. Que la frontière soit avant la porte de l'île. Bon, le problème, c'est que nous vivons dans des pays démocratiques dans lesquels il y a des élections et dans lesquels l'opinion publique compte énormément. Bah oui. On a parlé de M. Cameron et de son référendum. Dans ce moment déjà pré-référendaire, il ne faut pas qu'il effraie trop son opinion publique. Je viendrai à l'autre partie de l'Europe après. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, M. Cameron ? Il nous annonce des mesures qui ne changeront rien, mais qui sont là pour donner du grain à moudre à l'opinion publique. Il nous dit, tiens, ceux à qui on refuse le droit d'asile, on leur donne jusqu'à maintenant, pendant un certain temps, seulement si c'est des familles, l'équivalent de 40 € par semaine. Eh bien, on va leur supprimer. Vous pensez que c'est ça qui va empêcher les gens de venir ? Non, mais ça va faire plaisir à cette opinion anti-immigrée. Et puis il nous dit, on va lutter contre ceux qui logent de façon clandestine des clandestins. Et on va porter les peines jusqu'à 5 ans de prison. Vous croyez que c'est ça qui va changer quelque chose ? Bien sûr que non. Mais là aussi, ça donne du grain à moudre à une opinion qui est de plus en plus hostile aux immigrés. Même chose chez nous. Le taux d'immigrés dans la population française n'a pratiquement pas bougé depuis 50 ans. Et l'opinion publique vit avec cette idée, à peu près, entre 7 et 11%. L'opinion publique vit avec cette idée d'une invasion. La peur de l'islam, se rajoutant à cela, on est devant une opinion publique qui est travaillée par des dirigeants politiques, parlons pas seulement du Front National, qui font de ça un terrain numéro 1. Et c'est ça qui fait que, alors que des solutions sont toujours techniquement possibles, sur le plan sécuritaire, comme sur le plan économique, comme sur le plan de
gestion de la population, on préfère s'invectiver parce qu'on essaye de caresser l'opinion publique dans le sens du poil. Ma question, c'était est-ce que c'est une aberration, pour rebondir sur la question du téléspectateur de C'est dans l'air, est-ce que c'est une aberration d'avoir déporté cette frontière? Quelle est la vision de ceux qui pratiquent la réalité de la frontière tous les jours? Moi, je rejoins assez ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une frontière. Et la place, l'endroit où va se mettre la frontière, ça ne change pas l'afflux de migrants. Voilà. Ça ne change pas l'attrait qu'exerce pour eux la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on peut travailler, je crois, je parle sous votre contrôle, mais on peut travailler sans papier, sans justifier. Faisons pas comme si ça n'existait pas en France. Hein. Oui, mais c'est pas légal. Attention, oui. C'est pas légal en Angleterre non plus. C'est légal nulle part et ça se fait dans les deux pays. Là, Xavier Bertrand pousse le bouchon un peu loin. Ça se fait chez nous. Et d'autre part, il y a effectivement ce côté qu'en France, vous pouvez être contrôlé et au moment d'un contrôle de police, on peut découvrir que vous êtes sans papier, même si on a affaire à des gens, les Érythréens, les Soudanais, etc., qui encore une fois ne sont pas expulsables. Donc on les renverrait pas, entre guillemets, dans leur pays. Donc de toute façon, à partir du moment où il y a cette pression, effectivement, on peut décaler la frontière. Mais il y aurait toujours, à un moment donné, une gestion de l'ordre public à faire. Alors évidemment, ce qui est un peu aberrant et ce qui, quelquefois, crispe un peu mes collègues, c'est que la frontière britannique, elle est sur le sol français, mais évidemment, les policiers britanniques, ce qu'ils se contentent de faire, c'est le contrôle transfrontière. C'est-à-dire que vous arrivez, ils contrôlent vos papiers, vous êtes en règle, vous pouvez passer en Grande-Bretagne. Ça, c'est pas, évidemment, ils ne contrôlent pas les papiers des clandestins qui, par définition, n'en ont pas. Donc, nous, les policiers français, on doit gérer l'ordre public. Oui. Et eux s'en occupent pas, ceux qui sont là avec vous s'en occupent pas. Eux ne s'en occupent pas. Maintenant, on imagine mal non plus des forces anti-émeutes britanniques venir travailler sur le territoire français. En plus, je pense que de ce côté-là, on est beaucoup plus compétent qu'eux. Alors, on a évoqué cette question. Bon, on ne peut pas aller tellement plus loin aujourd'hui sur cet aspect technique un peu et de cette frontière. Politique, on l'a vu avec la dimension de la politique intérieure britannique et l'enjeu du futur référendum qui aura lieu quand? Dans un an à peu près? Référendum, oui ou non? À un moment ou un autre de 2017. Voilà. Et puis alors maintenant, il y a aussi l'enjeu en France et ces élections qui se profilent, décembre, régionales. Et Xavier Bertrand, qui est candidat pour le Parti des Républicains, a pris la tête du débat ce week-end avec une tribune dans le journal du dimanche où il dit clairement aux Anglais il faut qu'on change et il faut que vous changiez, que vous nous aidiez. Il a eu raison. Étant l'un des principaux candidats, des principaux partis pour la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, on n'imaginerait pas qu'ils ne prennent pas ce problème à bras-le-corps. Il est d'ailleurs assez modéré dans sa façon de dire. Il cogne contre les Anglais, oui. Ça, on sent bien qu'en ce moment, il y a autour de Calais un esprit contre notre ennemi héréditaire, parce qu'il ne faut pas le boulot, quoi. Hein. À vrai dire, on ne voit pas très bien ce qu'ils pourraient faire. Ils viennent de redonner 10 millions d'euros. Ils pourraient donner plus. On pourrait exiger qu'ils donnent plus. Pourquoi pas envoyer certains fonctionnaires à eux venir aider les fonctionnaires français? Faisons un peu plus d'Europe, là aussi, en faisant qu'on fasse le boulot. Donc là, vous lui donnez raison, là, Xavier Bertrand. Oui, là, je trouve qu'il a raison, de la même façon que quand il souhaite un sommet, pas seulement politique, mais avec les entreprises privées, les transporteurs routiers, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais quand il fait comme si nous... Il n'y a pas de travail au noir chez nous, alors qu'il y en a en Angleterre, et c'est pour ça que ça fait... Il ne dit pas ça, il dit que les règles sont différentes. Non, il dit exactement ça. Relisez le journal. Oui, je l'ai lu, mais... Non, il dit exactement ça. Je l'interprète pas comme ça. Regardez-les tous sur Internet, vous le verrez, c'est clair. Bon, je crois que là, il pousse le bouchon un petit peu loin. On n'est pas tout blanc, ils ne sont pas tout noirs. Simplement, voilà, il y a ce tunnel, il y a des gens qui veulent partir, et c'est ça qu'il faut gérer. Et c'est vrai qu'on pourrait le gérer probablement mieux, un peu plus la main dans la main avec les Britanniques. Est-ce que cette affaire de Calais et des migrants et ce pavé dans la mare lancé par Xavier Bertrand pendant le week-end peut rebondir, puisque Marine Le Pen s'en est saisie ce matin à son tour, comme pour imposer le thème de la migration ou des migrants dans l'ensemble du débat des régionales d'ici à décembre? Ne vous en faites pas. Il y aura 2 thèmes et pas 3 dans la campagne des régionales. Il y aura le développement économique et donc le chômage, et il y aura l'immigration. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, il y a une opinion publique qui est exacerbée. Et donc, voilà, la logique des élections, c'est qu'on va du côté où l'opinion publique s'exacerbe. Pas forcément pour la calmer, mais au contraire pour essayer de répondre à certaines de ses pulsions. Donc oui, pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais dans... la plupart des régions de France, y compris dans celles dans lesquelles il y a très peu d'immigrés, l'immigration et la défense de la France, bleu, blanc, rouge,
plutôt que blanc-beurre, comme disait Marion Maréchal Le Pen il y a quelques jours. Oui, ça sera un des grands thèmes. Moi, je le regrette parce que je pense qu'il y aurait des façons plus sérieuses, plus calmes, plus démocratiques de régler le problème. Mais je suis sûr que ce sera l'un des éléments centraux des régionales et de la prochaine élection présidentielle. Mais est-ce que ce ne risque pas d'être aussi une épine du pied à la fois pour la gauche, avec cet éternel schéma image de laxisme d'une part, alors que pourtant c'est pas elle qui a signé en 2003, et pour la droite et le Parti des Républicains, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a signé le Touquet en 2003. Mais oui, on est dans un c'est mauvais pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. On est dans un moment où celui qui dit quelque chose qui ne soit pas hostile à l'immigration s'entend répondre en permanence « Ouh là là, tu ne risques pas d'être entendu en ce moment ». Voilà. On vit dans un moment où l'immigration, on dit volontiers surtout l'immigration clandestine, mais on entend plus immigration que clandestine, est le problème. Et donc, personne n'ose faire autre chose que d'aller le plus près possible des thèses du Front National, sans aller jusqu'à les épouser, bien sûr. Alors, on va revenir directement à la Grande-Bretagne elle-même. On va aller en reportage de l'autre côté de la Manche. Pourquoi d'abord est-elle si attractive pour les migrants? On l'a déjà un peu évoqué, mais on va y revenir. Et puis surtout, comment vit-on cette crise des migrants politiquement de l'autre côté de la Manche? Vous allez voir dans ce reportage que c'est très commenté, que le sujet est à la une des médias britanniques. Reportage de Laurent Hirsch, Arnaud Fora avec Romain Becker. This is BBC News. I'm Carol Walker. The headlines at 11 o'clock. 11h ce matin en Angleterre, la BBC ouvre son journal avec la crise des migrants à Calais. Depuis son café du centre de Londres, Valerio n'est pas étonné. Ces derniers jours outre-Manche, le sujet est partout. Honnêtement, depuis une semaine, on voit ça sur toutes les chaînes, dans les journaux, tous les médias. C'est l'actualité du moment. Ces gens veulent juste une meilleure vie. Il faut comprendre pourquoi ils veulent venir et ne pas les renvoyer directement chez eux. Et parmi les clients aussi, tout le monde a son avis. Je pense que les Anglais devraient être fiers d'être une nation tolérante et accueillante. Je suis sûr que ce problème d'un petit nombre de migrants à Calais pourrait être résolu avec un peu de bonne volonté. Mon opinion, c'est que nous devrions être plus tolérants. Je crois que tous ces problèmes à Calais, on aurait dû s'en occuper avant, en amont, en ayant un dialogue avec leur pays d'origine, à la source des problèmes. C'est trop tard une fois à Calais. Une opinion loin de faire l'unanimité en Grande-Bretagne. Hier, à Folkestone, à la sortie du tunnel sous la Manche, face à face tendu entre deux groupes de manifestants. D'un côté, des militants solidaires des migrants, de l'autre, des partisans d'extrême droite. Les Britanniques ne veulent pas d'immigration. Nous sommes une petite île surpeuplée. Nous n'avons pas assez d'espace pour notre peuple, et encore moins pour un torrent d'immigration massive dans notre pays. Un point, c'est tout. Nous voulons envoyer un message à Eurotunnel. Pourquoi les gens peuvent-ils se retrouver sur les rails? Comment un garçon de 13 ans peut-il se retrouver mort sous leur train? Pour ces migrants prêts à risquer leur vie pour traverser la Manche, la Grande-Bretagne fait souvent figure d'Eldorado. Depuis début juin, ils sont près de 2000 chaque jour à tenter leur chance. Daniel Trilling, journaliste, prépare un livre sur le sujet. Pour certains, c'est la langue. Ils parlent déjà anglais. Ils veulent aller quelque part où ils pourront tout de suite reconstruire leur vie. Pour d'autres, ils ont des amis ou de la famille ici en Angleterre, donc ils peuvent s'installer facilement. D'autres encore ont entendu dire qu'il y avait du travail ici. Il y a une récession dans toute l'Europe, et l'Angleterre s'en sort mieux. Avec 2,6% de croissance l'an dernier et seulement 5,6% de chômage, presque 2 fois moins qu'en France, la Grande-Bretagne attire, malgré une grande précarité. Ces sans-papiers, eux, viennent de Roumanie. Chaque jour, ils attendent sur le bord de la route en espérant décrocher un emploi à la journée sur des chantiers. Avez-vous toujours vu des gens qui cherchent du travail ici? Oui, toujours. Chaque jour? Oui, tous les jours. Je crois que beaucoup d'immigrés cherchent juste du travail, parce que c'est plus facile. Ça dépend de vous. Il faut juste avoir confiance en soi. Il est trop facile de travailler illégalement dans ce pays, disait même David Cameron il y a quelques mois.
Le permis de séjour biométrique doit normalement permettre de mieux surveiller les migrants, mais encore faut-il qu'ils en fassent la demande. Or, beaucoup choisissent de continuer à travailler au noir. Lors des dernières élections législatives en avril, ce candidat battu du UKIP faisait déjà campagne sur la situation à Calais. Il se projette désormais sur une autre échéance, le référendum de 2017. Puisque nous faisons partie de l'Union européenne, il y a de fait une politique d'ouverture des frontières. Donc pour nous, c'est un vrai problème, qui va déterminer le résultat du référendum sur la sortie de l'Union ou pas. Donc avec ce problème de migrants à nos portes, tous les jours, dans la presse et les réseaux sociaux, c'est un vrai cadeau. On n'aurait pas pu demander mieux. En attendant, pour tenter de diminuer le nombre de migrants, le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui une mesure forte. Les propriétaires de logements occupés par des clandestins risqueront bientôt la prison. Oui, évidemment, c'est aussi un enjeu politique considérable en Grande-Bretagne, ce débat sur les migrants. Question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. D'abord, question SMS. Les Anglais, Anne-Elisabeth Houtet, pourraient-ils demander la fermeture du tunnel sous la Manche ? J'imagine que oui, mais enfin, à quoi est-ce que ça servirait ? D'abord, le tunnel sous la Manche, c'est vraiment le poumon de l'Angleterre maintenant. Ça, c'est Pourquoi vous dites ça ? Parce que on peut évidemment recommencer à aller en Angleterre en avion, mais essentiellement le transport des marchandises, le transport des personnes est quelque chose qui s'est développé d'une manière extraordinaire. C'est pratiquement comme une bande de terre en réalité entre les deux pays. Arrêter ça, c'est pas facile. Les bateaux ne suffiraient pas à combler une fermeture. Ni les bateaux, ni les avions, ni rien ne suffirait à combler ce qu'a fait le tunnel sous la Manche. Oui, Pierre-François oui, non, d'ailleurs, il faut rappeler qu'en réalité, la frontière britannique, elle est gare du Nord, pour ceux qui partent au Royaume-Uni et pour ceux qui partent... Pour les personnes, en train. Pour les personnes, et à Saint-Pancras, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on dit quand on cite uniquement Calais. Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a 10 millions, si ma mémoire est bonne, de passages dans le tunnel sous la Manche chaque année. Ça serait absolument impossible, si on supprimait le tunnel sous la Manche, d'arriver à maintenir tous les flux d'échanges qui existent. Donc l'Angleterre, économiquement, elle est quand même très liée à l'Union européenne, alors, il y a pas seulement membre. Il y a quand même un paradoxe, finalement, que ces reportages montrent bien, Roland Carroll, c'est que finalement, les Anglais, de l'autre côté de la Manche, disent « les Français font pas le boulot ». Et puis nous, ici, on est un peu sur cette ligne aussi, mais les Anglais font pas le boulot. Chacun se renvoie un peu la patate chaude, mais en vérité, les opinions montent de la même façon, avec le même constat. C'est pour ça que j'ai essayé d'introduire la variable opinion publique. Je crois que là, ça dépasse un peu la rationalité. Hein. Moi, je suis persuadé, parce qu'on a plutôt des dirigeants politiques de qualité sur ce continent, que si on essayait de se mettre autour d'une table pour parler sérieusement des problèmes, on n'est pas devant des problèmes dramatique, hein. C'est plus simple à résoudre. Les habitants de Calais, les entrepreneurs qui ferment, mettent la clé sous la porte, eux le vivent très mal. Oui, hein. Mais toujours localement, les gens sont. Mais bien évidemment, ça n'empêche pas que ce ne soit pas des problèmes. Que ce ne sont pas des problèmes insolubles au niveau du continent européen. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que l'opinion publique est là et qu'elle est de plus en plus exacerbée par ces questions d'immigration et d'identité. Et que donc, c'est aussi en pensant à elle sans arrêt qu'on attaque les autres et qu'on essaye de défendre la politique que, bon an, mal an, on essaye de faire chez soi. Moi, je crois qu'il faut être plus réaliste. C'est-à-dire que là, nous avons quand même un dysfonctionnement au sein de l'Union européenne et plus précisément de l'espace Schengen, dans la mesure où des règles communes ne sont pas respectées et conduisent à un certain nombre d'événements, comme ces événements dramatiques à Calais, que ça se surajoute à la crise de l'euro, et donc que dans nos opinions publiques, il y a de plus en plus une perte de légitimité des instances européennes. Donc il ne faut pas voir uniquement le problème migratoire, il faut le voir comme interdépendant avec les autres problèmes de l'Union européenne. Alors, à cet égard, il y a donc ce parti, l'UKIP, en Grande-Bretagne, qu'on compare un peu abusivement ou un peu facilement au Front National. C'est pas le Front National. Non, qu'est-ce que c'est? Non, ce serait une espèce de Nicolas Dupont-Aignan avec des stéroïdes, vous savez, devenu Schwarzenegger. Ça va lui plaire. C'est un parti souverainiste, mais ce sont des gens essentiellement, enfin, je vais dire républicains. Non, ils sont extrêmement royalistes, mais enfin, ils croient aux valeurs de la démocratie. Et d'ailleurs, Nigel Farage a absolument refusé de faire un groupe avec Marine Le Pen. Et il dit qu'il a eu des discussions
réunion à l'occasion à Strasbourg en tant que député européen avec des gens du Front National et que ça l'a absolument conforté dans l'idée qu'il ne toucherait jamais à ces gens-là. Donc... Leur grand thème, c'est critique de l'Europe et c'est valorisation de la culture britannique. Alors, la culture, vous savez, chez les Anglais, la culture, c'est quelque chose qu'il faut toucher avec des pincettes. Donc, l'Angleterre est anglaise, la nation anglaise et le caractère de la nation anglaise est quelque chose de très important, l'exceptionnalisme britannique est très important. Oui, c'est sur l'euroscepticisme. Et je dois dire qu'il y a tout de même un argument anglais sur l'Europe qui marche d'autant plus en Angleterre que l'Angleterre n'a pas besoin de l'Europe pour créer une démocratie. Il y a eu certains pays, quand l'Espagne franquiste a fini, post-franquiste, est rentrée dans l'Europe, c'était bien d'avoir l'Europe pour rentrer dans un système démocratique. L'Angleterre, elle fête cette année le 800e anniversaire de la Magna Carta, qui est la première charte, justement, qui établit des droits politiques. Et donc, elle dit, vous n'avez pas besoin de nous apprendre ça. Et d'autre part, il y a une perception, et tout le monde sait qu'en politique, la perception, le ressenti, c'est la réalité. Il y a un ressenti que les décisions européennes ne sont pas prises de façon démocratique. Et rien que le fait que, par exemple, on nous explique que quand il n'y a pas eu de mécanisme de sortie de l'euro volontairement quand on a fait le traité pour la monnaie commune, parce que sinon ça ferait peur au marché et que par conséquent il ne fallait pas qu'on ait de marche arrière, les Anglais disent en réalité c'est quelque chose dans lequel on nous pousse et on ne nous dit pas ce qu'il y a derrière. Ils ne veulent pas de cette entrée automatique, systématique vers une fusion de tous les pays de l'Union. Je pense que l'Europe ne s'est pas rendu service en ne se rendant pas compte et en refusant dans une certaine mesure de se rendre compte qu'elle ne peut pas élire un nouveau peuple pour faire partie de l'Europe, c'est comme disait Bertolt Brecht. Ouais. Et par conséquent, si elle est perçue comme étant peu transparente et peu démocratique, c'est sa responsabilité de nous expliquer pourquoi elle l'est plus. Juste une petite question pratique, et puis on en vient aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air, mais en Grande-Bretagne, on a le droit, à Londres par exemple, de se balader sans pièce d'identité sur soi. On n'est pas obligé systématiquement à un contrôle de présenter une pièce d'identité, c'est ça? Absolument. Les pièces d'identité n'existent pas, les passeports ne sont pas obligatoires et on les a si on veut voyager à l'étranger, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des Anglais maintenant. Mais pas soi-même en ville. Mais la notion d'habeas corpus, encore quelque chose de complètement britannique, c'est la culture politique. C'est une culture différente. Et donc, ils trouvent qu'on n'est pas... Enfin, ils considèrent que c'est un peu l'État policier, les papiers. Nicolas Comte, en revanche, la règle, vous, le policier, en France, c'est quoi? La règle, c'est que vous devez justifier de votre identité lors d'un contrôle d'identité. Vous devez être à même de la justifier. Alors, ça peut être par différents moyens, mais en tout cas, vous devez justifier de votre identité. Et la police a la possibilité de pratiquer des contrôles d'identité en fonction d'un certain nombre de critères. Eh bien, ça va m'amener maintenant aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Alors, une question au géographe sur la façon dont on gère les politiques migratoires ailleurs. Question, comment font les Suédois pour canaliser leur flux de migrants alors qu'ils attirent en ce moment, paraît-il? Alors, d'abord, il faut bien préciser que la Suède est au nord de l'Europe. Oui. Donc, elle est loin de tous ces mouvements. C'est plus facile. Simplement, c'est vrai que la Suède a été très accueillante dès 2003 et même un peu avant pour les réfugiés irakiens et notamment pour les chrétiens irakiens. Donc à partir du moment où vous avez accueilli des immigrants venant de tel pays, ils forment en quelque sorte un comité d'accueil pour attirer d'autres immigrants venant du même pays. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, on a eu une forte attraction de la Suède vis-à-vis des Irakiens et aujourd'hui vis-à-vis des Syriens par un système de réseau. Mais comment fait la Suède aujourd'hui pour gérer cette éventuelle vague De toute façon, il ne s'agit pas de gérer les vagues. Je rappelle en effet que les pays européens relèvent d'une part de la Convention de Genève sur la demande d'asile, donc tous les pays européens l'appliquent, y compris le Royaume-Uni bien entendu et la Suède, et qu'en réalité le nombre de demandes d'asile, il est dépendant des crises géopolitiques. Prenons un exemple simple. Nous avons atteint un sommet dans les demandes d'asile en 2014. Mais le précédent sommet, ça avait été au début des années 90, au moment des guerres de l'ex-Yougoslavie. Concernant, deuxièmement, il y a évidemment la Convention des droits de l'homme avec le regroupement familial, l'article 8. Et là, les pays européens, ils appliquent tout simplement ces réglementations. Autre question, les conflits au Moyen-Orient sont-ils une des causes de l'afflux de réfugiés? C'est évidemment une cause absolument fondamentale. Et là, nous sommes dans une situation qui est tout à fait nouvelle, parce que nous avons affaire à des exodes, donc des populations qui quittent leur pays tout simplement pour assurer leur survie.
mais ce sont des exodes dont nous sommes en partie responsables, compte tenu de nos mauvaises politiques au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie. Et donc, il faudrait modifier nos politiques étrangères vis-à-vis du Moyen-Orient, où il faut accepter ces populations soumises à des exodes. Roland Quérol, très court. Un mot. Non, j'avais simplement ajouté la Libye, parce que le fait que nous ayons fait la guerre en Libye et pas avoir réussi à installer une solution politique viable avec un État, fait que la Libye est devenue un point de passage extrêmement important. Autre question, que risque un chauffeur de poids lourd si un migrant est découvert à bord de son camion, Nicolas Comte? Oh, les amendes sont extrêmement importantes. Pour le chauffeur lui-même. Oui, pour le chauffeur lui-même. Mais où en France? Il y a un risque, oui, ou en France ou en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un risque de l'implication du chauffeur s'il y a du monde sur son poids lourd. Et son entreprise, c'est l'entreprise qui serait visée et qui paye, ou c'est le chauffeur? Écoutez, je crois que c'est la responsabilité du chauffeur et l'amende se répercute bien souvent à l'entreprise. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi des tensions très vives, évidemment, entre ces chauffeurs routiers et les migrants. Et puis en plus, quelquefois, les migrants, pour rentrer, vont détériorer le matériel, etc. Ouais, ce qui expliquerait que certaines entreprises locales de transport à Calais ont des grosses difficultés en ce moment, financières par exemple. Il y a le ralentissement du passage. Autre question, y a-t-il réellement du travail pour tous ces migrants en Grande-Bretagne, ou est-ce un leurre, un faux Eldorado en quelque sorte? En tout cas, c'est ce que disait hier dans leur éditorial, dans le journal du dimanche et dans le Sunday Telegraph, Bernard Cazeneuve et Theresa May. Ils ont dit dans la ministre britannique de l'Intérieur. La ministre britannique de l'Intérieur, l'homologue de Cazeneuve, et ils ont dit c'est une illusion et les rues ne sont pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'en pense que oui, dans une certaine mesure, mais non dans une autre. D'abord, les Érythréens qu'on a interviewés, ils disent, écoutez, chez moi, on est assassiné, on est tué, etc. C'est la guerre, ça sera toujours mieux. Ouais. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles ils vont en Angleterre, c'est qu'ils parlent anglais. Ils disent, on veut travailler, on n'a pas envie d'être à la charge de l'État et on veut travailler. Et les travaux qu'ils vont faire ne sont pas nécessairement des travaux que les Britanniques veulent faire. Il n'y a pas de grosses poches de chômage irréductibles, en tous les cas, parmi ces gens-là en Angleterre. Il y a des poches de chômage irréductibles dans l'Angleterre blanche du Nord-Est où il n'y a plus rien à faire. C'est très différent. Mais si on ajoute les trois éléments qui sont une forme de croissance économique supérieure à la nôtre, pas de papier nécessaire finalement pour travailler, et puis du travail quand même parce qu'il n'y a pas un gros chômage où il est divisé par deux par rapport à la France en Grande-Bretagne, bah finalement ça fait trois facteurs qui dans les esprits peuvent créer l'Eldorado. Oui, ils n'ont pas une vie facile, mais ils n'ont pas une vie impossible. Oui, Roland Quérol, non, c'est tout à fait évident. C'est en tout cas le sentiment très fort de ces migrants. Alors, autre question. Doit-on se satisfaire d'avoir détruit Sangatte et d'avoir laissé les migrants dans les rues de Calais? Non, mais en fait, on ne peut pas se satisfaire d'avoir détruit Sangatte, mais le problème, je le répète, il n'est pas à Sangatte. Le problème, il est celui de la politique migratoire de l'Union européenne. Mais là, la question n'est pas celle-là. La question, elle est pour ceux qui vivent la réalité là-bas. Pour ceux qui vivent la réalité, l'idée quand même de détruire Sangatte, c'était de supprimer un appel d'air. Parce que le problème qu'il y a, évidemment, nous avons un goulot au niveau de Calais. Si dans ce goulot, les politiques considèrent que si dans ce goulot, l'accueil des migrants est celui d'un 4 étoiles, j'exagère un peu pour me faire comprendre, eh bien, il va y avoir un appel d'air. Ouais, mais on voit le résultat, c'est qu'il n'y a plus de 4 étoiles. Mais il y a quand même un appel d'air. Pour les Sangatte, c'était pas un 4 étoiles. Qui était aux mains des mafias, qui était aux mains des passeurs. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait absolument pas contrôler ce qui s'y passait non plus. Donc c'était en partie légitime, évidemment. C'était en partie légitime, mais la situation aujourd'hui n'est pas forcément meilleure. Question, Nicolas Comte. Un migrant clandestin peut-il trouver du travail en France? Roland Quérol nous a dit oui tout à l'heure. Légalement... Plus difficile, mais... Il y a toujours, on le sait bien, il y a des services qui travaillent là-dessus. Il y a toujours des gens qui n'ont pas de papier et qui travaillent. Ouais. Le taux de chômage chez les immigrés en France est identique à celui de la population française. Ouais, donc ça veut dire qu'il reste un grand nombre qui travaillent. Des délits sont-ils imputables à ces migrants démunis de tout et de quel ordre sont-ils? Oui, il y en a qui sont imputables, mais il y a une vraie volonté de ne pas communiquer là-dessus. C'est très compliqué d'avoir les chiffres. Donc forcément, à partir du moment où il y a du monde en plus, il y a des délits en plus, mais on n'est pas en capacité d'aujourd'hui de le déterminer spécifiquement sur ce qui est imputable.